170 000 mètres carrés, 17 halls d'exposition, 61 nationalités. La foire internationale du jouet de Nuremberg, c'est le cumul des superlatifs. Dans le hall 4A, ce sont 89 exposants spécialisés dans le monde du train miniature qui sont présents. Les équipes de Loco-Revue et de Voix Libre sont sur le pont pour vous offrir un reportage le plus complet et le plus objectif possible. Dans Loco-Revue 800 de mars et Voix Libre 77 d'avril, retrouvez nos reportages en détail. Et pour le moment, suivez-nous en images à l'intérieur du hall 4A. En parcourant les allées de la foire du jouet de Nuremberg cette année, deux thèmes ressortent clairement. Les nouveaux modèles et nouveaux produits de décor que nous vous présentons en détail dans le numéro 800 de Loco-Revue et les commandes numériques avec leurs nombreuses possibilités. C'est ce deuxième thème que nous avons choisi d'approfondir dans notre vidéo et en guise de récréation, nous vous proposerons également quelques images des réseaux les plus intéressants. La richesse du digital se fait pleinement sentir sur les nouveaux modèles proposés par les fabricants. REE l'a bien compris et a passé un accord avec ESU pour équiper ces modèles des effets les plus saisissants. Et c'est donc avec ESU que nous commençons ce tour d'horizon, car nous désirons vous montrer les dernières nouveautés en action. Voici tout d'abord la classe 66 aux couleurs d'ECR, Euro Cargo Rail, qui intéressera les amateurs français puisque cette machine circule en France. La sonorisation est présente d'origine sur le modèle avec de nombreux sons. Elle est dotée de toutes les fonctions auxiliaires que permet le digital. Le modèle a été sonorisé avec des enregistrements de l'engin réel, la fumée est pulsée au rythme du régime du son des moteurs. L'éclairage est également présent à l'intérieur de la cabine et le pupitre de commande est rétroéclairé. Saluons le son du crissement des roues sur les rails en courbe déclenché par de microcapteurs. Le nouveau locotracteur V60 est le premier modèle SU qui n'est pas à bogie. Là aussi, le son, l'éclairage et le fumigène régulé sont présents, mais la vraie particularité de ce modèle est son attelage télécommandé. SU entend bien continuer sur la voie de ces modèles sophistiqués hyper réalistes, tout en augmentant la partie jeu grâce à l'attelage télécommandé et aux manœuvres réalistes qu'il permet. Comme on le voit, l'opération de dételage est couplée avec une légère marche arrière pour détendre l'attelage, suivi de l'opération de dételage, puis enfin une légère marche avant pour dégager. Le système est prévu pour un attelage à boucle et ne sera apparemment pas modifiable. Enfin, voici la Gravita 10BB, une machine universelle qui trouvera sa place sur tous les réseaux Epoch 5 allemands et peut-être un jour sur les rails français. Ce modèle est livré d'origine avec le Power Pack connecté au décodeur, ce qui permet de garantir un fonctionnement sans à-coups, même lors de mauvaises prises de courant. La politique d'ESU pour leur matériel roulant est de fournir un modèle full options qui au final revient moins cher que si l'on prend un modèle analogique de base auquel on ajouterait un décodeur, du son, un fumigène pulsé ou de l'éclairage intérieur. Dans la gamme du digital, ESU présentait sa nouvelle commande sans fil Mobile Control 2. Cette commande est basée sur un smartphone fonctionnant sous Android, auquel on a ajouté un bouton identique à celui qu'on a sur une Écosse.
La Mobile Control 2 possède 2 boutons paramétrables sur chaque côté, ce qui la rend utilisable tant pour les gauchers que les droitiers. Moyennant le développement d'une application sous Android, il serait possible d'utiliser cette commande avec n'importe quel système communiquant en Wi-Fi. Autre nouveauté, l'Ecos Detector est un module de rétrosignalisation possédant 4 entrées Rycom et permettant donc d'identifier le numéro du train. Il communique avec la centrale via son unique port EcosLink. Cette année, c'est la 57e fois, donc depuis Fulgurex participe. On est la plus vieille maison, si vous voulez, étrangère qui vient ici. Donc cette année, on a surtout en N la série des Chapelons, version Nord, SNCF XPO. Ça sera maintenant sur le marché dans quelques semaines. À Nachot, on a une belle série de TAR. Donc, il y a 5 versions, 2 versions originales Nord et 3 versions SNCF. Très détaillé, c'est bien sûr digitalisé aujourd'hui. Et ça sera vraiment une très belle pièce à avoir sur un réseau, ça c'est clair. En Zéro, on a enfin, on dirait, l'autorail Bugatti en 3 versions, donc une version État, plus ou moins comme il est à Mulhouse au musée, et 2 versions SNCF. Donc vous verrez aussi les détails ici avec la ventilation des moteurs qui marchent. Et puis plein d'autres détails, surtout la décoration intérieure sera très importante et très réussie. Donc, ce qu'on voit tout de suite entre version État qui est là-bas et puis version SNCF, c'est les tampons surtout. Ça, c'est en fait. Après, il y a bien sûr les inscriptions, il a la couleur aussi. L'État, c'est un rouge bordeaux presque avec du gris, tandis que la version SNCF est rouge beige. La deuxième version SNCF. Les panneaux latéraux sont amovibles ? Tout à fait, oui. On peut les enlever. Ça sera avec un aimant. Donc, les clients qui veulent enlever ça abîme pas la peinture. Donc, c'est plus facile à réaliser. Après Fulgurex, voici maintenant MTH, un fabricant américain de matériel en HO et 0 à des prix tout à fait abordables. Cette année, ce fabricant présentait une locomotive à vapeur de type 141P de la SNCF, un modèle proposé en 5 versions. Pour les électriques, le digital apporte aussi beaucoup. Pantographe et feu fonctionnel ainsi qu'un attelage automatique. Finissons cette visite chez MTH par un coup d'œil sur la gamme de modèles en 0, mais aussi en HO, dont, naturellement, plusieurs machines américaines. On pouvait sentir, à Nuremberg cette année, un réel effort chez les fabricants pour reconquérir la génération des plus jeunes, qui a délaissé le train miniature au profit des jeux électroniques sur ordinateur, tablette ou téléphone. C'est d'ailleurs fort de cette réflexion que Rocco, dont le stand est maintenant depuis 2 ou 3 ans déjà fortement orienté numérique, présentait cette année un projet baptisé Next Generation. La volonté du fabricant est d'aller chercher les jeunes là où ils sont, dans le monde des jeux vidéo. C'est donc un jeu interactif, ancré à la fois dans le virtuel et dans le réel, qu'il a conçu à leur intention. Le principe ? Une tablette tactile sert de console de jeu, de commande mobile et d'interface à une locomotive qui roule sur un ovale de voie. La voie est simplement alimentée en tension continue par un adaptateur secteur. La locomotive est équipée spécialement d'un module émetteur-récepteur Wi-Fi. Elle communique donc directement avec la tablette. Avec ces éléments, Rocco propose différents jeux d'adresse. Conduire la locomotive d'un point à un autre de l'ovale de voie équipé de capteurs, par exemple de Munich à la frontière, en faisant en sorte que la locomotive, qui dispose de 3 niveaux différents d'inertie,
s'arrête exactement à l'endroit voulu. Plus facile à dire qu'à faire. L'étape suivante est d'apporter des fleurs à Paris pour Madame, cette fois en utilisant un turbo qui rend la manœuvre encore plus délicate car il faut freiner plus longtemps à l'avance, tout cela dans un temps imparti. Le jeu devrait être disponible vers Noël dans les rayons pour moins de 100 €. Le développement de cette gamme prévoit de nouveaux jeux concours interactifs en réseau local ou via Internet grâce à sa connexion Wi-Fi. Une idée pour le moins originale à suivre. Comment faire pour commander ces trains grâce à une centrale digitale avec un block system, c'est-à-dire une détection par canton sans avoir à tirer des kilomètres de câbles? Games on Track, un fabricant danois, a la réponse. Un système de localisation des trains équipé d'émetteurs radio par GPS. 3 ou 4 satellites positionnés au-dessus du réseau surveillent en permanence la position des trains dont le parcours s'affiche sur un écran de contrôle, véritable tableau de commande optique. Le plan du réseau affiché est d'ailleurs très simple à dessiner. Il suffit de faire circuler un modèle équipé d'un émetteur sur le réseau et de laisser faire le logiciel qui trace la voie parcourue au fur et à mesure que le modèle avance. On ne peut plus simple. Pour les cantons, c'est tout aussi facile. Il suffit de les dessiner à l'écran. La zone définie devient un canton protégé qui ne pourra être franchi par un deuxième train que lorsque le premier l'aura quitté. Le système est couplé avec une centrale digitale et on peut utiliser une tablette numérique pour la commande des accessoires, comme les aiguillages par exemple. Enfin, il existe une possibilité de commande vocale en langage simple et intuitif, déjà disponible en 3 langues et bientôt en français. Pour les voitures, ça marche aussi. Et Faller a adopté ce système pour commander son car system. Grâce à lui, il devient possible de simuler un trafic réel. Les véhicules routiers allument leur feu à l'entrée du tunnel, les éteignent à la sortie, ralentissent lorsqu'ils s'approchent trop près du véhicule qui les précède, s'arrêtent et redémarrent au feu de manière progressive en mettant leur clignotant pour tourner. La gestion des carrefours est bien sûr aussi intégrée au logiciel. Le camion de pompiers peut ainsi bifurquer et venir s'arrêter à un endroit précis, tandis que les autres véhicules continuent de rouler. Seul bémol, l'électronique embarquée nécessite quand même un véhicule assez gros et une ouverture doit être faite sur le toit pour la communication avec les satellites. Basé sur le système Games on Track, on retrouve ici l'écran de contrôle et l'interface de programmation. Cerise sur le gâteau, Faller a complété son système cette année avec une péniche fonctionnelle sur le même principe que les voitures. Elle glisse sur une piste aimantée peinte couleur eau, mais avec un peu d'astuce. Il devrait être possible de la faire naviguer sur une fine couche d'eau. Qui relèvera le défi ? Le système devrait être disponible dans le commerce en avril ou mai. L'une des nouveautés chez Märklin en HO cette année est la Noab, un diesel belge qui venait parfois jusqu'à la gare du Nord à Paris dans les années 60. Ce modèle est décliné en plusieurs variantes, comme les chemins de fer danois, luxembourgeois, suédois ou hongrois. Sur sa grande maquette de démonstration, Märklin montrait tout l'intérêt des commandes numériques et des possibilités quasi infinies de jeux qu'elles offrent. Avec l'introduction des nouvelles fonctions propriétaires des décodeurs MFX+, Märklin présentait cette année une locomotive à vapeur en HO dont le niveau de charbon baisse de façon visible dans le temps d'air.
Il est ainsi possible de conduire réellement sa locomotive électrique, diesel ou vapeur, en surveillant les cadrans et les niveaux comme sur une vraie machine. Jetzt auf die Lok schaut, wir bestätigen den Tankmechanismus. Und die Kohle ist wieder befüllt. Et gare à vous si vous avez oublié de faire le plein de fuel, d'eau ou de charbon, la locomotive s'arrête en pleine voie, comme en réalité. Dans le domaine du décor également, la technologie permet bien des applications pour enrichir le réseau miniature. Les diodes électroluminescentes, aussi appelées LED, en sont un exemple. On pouvait ainsi découvrir une vraie scène de concert rock avec effets de lumière et son intégrés. Le tout illustré par un joli petit réseau sur lequel figurait en bonne place une autre nouveauté, la vigne et son domaine viticole. Chez Bush, nous avons pu nous arrêter quelques instants devant cet adorable petit réseau Feldbahn en HOF d'écartement 6,5 mm. Une des nouveautés cette année est ce bâtiment industriel de fabrique de papier. Thème de prédilection pour installer un chemin de fer industriel qui transporte non seulement la matière première de bois arrivée par de wagons à voie normale, mais aussi le produit fini symbolisé par ces lourds rouleaux de papier qui sont acheminés à travers l'usine pour finalement être chargés sur les camions. Bush propose un système de voies complet et du matériel roulant fonctionnel que les Français boudent injustement. Ce matériel compléterait admirablement un réseau plus classique en voie normale. Ici, pas de numérique. Le fonctionnement, excellent, est on ne peut plus classique avec une voie alimentée en 3 volts. Vu la légèreté de ces petits tracteurs, la prise de courant devient difficile. Pour remédier à cela, Bush s'est inspiré d'un système qui avait été développé à l'époque par Egerbahn. Il s'agit d'intégrer une piste ferromagnétique dans la voie et d'installer un aimant sous le véhicule de traction, ce qui leur permet aussi de gravir de fortes rampes. Le fabricant Minitrain est bien connu des lecteurs de voie libre puisqu'il est spécialisé dans la fabrication de modèles en HO à voie étroite. Le concepteur de Minitrain est un grand admirateur des modèles Egerbahn qui ont fait la joie de nombreux modélistes dans les années 60. Voie libre a fêté l'anniversaire d'Egerbahn dans son dernier numéro. Minitrain a eu la chance de pouvoir faire l'acquisition d'un réseau réalisé en 1965 pour le stand d'exposition de la marque Egerbahn il y a donc près de 50 ans. Ce réseau entièrement restauré, que vous découvrez actuellement, est également présenté dans Voie libre numéro 75. Ich weiß genau, was ich morgen mache. Eine Dreiviertelstunde wieder arbeiten. Coming. Malgré ses petites dimensions de 2,10 m par 50 cm, le plan est intéressant et permet de multiplier les parcours. Sur la maquette de démonstration de Hornby, nous avons pu voir en action le logiciel Raymaster et rencontrer Richard Prokop, informaticien passionné qui a développé ce logiciel pour le système Hornby. Mais c'est à une présentation en avant-première dans le cadre de Rail Expo 2013 que nous vous convions maintenant. C'est plus qu'une simple centrale, c'est en fait un ensemble qui comprend un boîtier de commande qui est une centrale digitale sans interface et un logiciel
qui est capable de gérer aussi bien cette nouvelle centrale que les anciennes centrales Hornby Select et Elite. Et le logiciel sait gérer 2 centrales en même temps. Donc on peut brancher une Select et ce nouveau boîtier E-Link et avoir soit affecté à 2 parties de réseau différentes, soit affecté une centrale au train et une centrale aux accessoires. C'est une centrale Elite ou le boîtier E-Link branché par USB sur un ordinateur et branché sur la voie par 2 fils. On peut commander les trains grâce à un écran tactile, grâce à la souris, par des curseurs ou appuis de boutons, voire par la souris en utilisant les boutons de la souris. On pourra aussi commander sur la version 2 qui sera commercialisée en février par commande vocale. Quelle est l'interface entre l'utilisateur et les trains? Alors quels sont les systèmes de commande? Alors l'ordinateur, soit sur l'écran tactile, soit par des clics de souris, comme ici par exemple. Soit par une commande par souris, on utilisera les boutons de la souris, bouton droit, bouton gauche pour les sens de marche, molette pour la vitesse et pour l'arrêt. Et aussi, on peut fonctionner jusqu'à 8 joueurs avec des iPads, des tablettes en général et des smartphones. Tous les smartphones sauf le BlackBerry. Donc ça supportera Android, Palm OS, Windows CE, Windows Mobile 8. Tous les systèmes qui existent aujourd'hui pour les smartphones permettent d'ajouter jusqu'à 8 contrôleurs. Quand un contrôleur agit, les petits carrés ici s'allument et on sait quel contrôleur vient de donner un ordre au train. Et chaque contrôleur peut commander des locomotives aussi bien que des points d'accessoires sur le réseau en fait. Donc là, le réseau de démonstration est équipé de décodeurs d'accessoires couplés au moteur d'aiguille que tu peux commander directement sur le TCO de ton écran d'ordi. Absolument, qu'on commande directement en appuyant sur les boutons. Là, il vient de changer l'aiguille. Dans l'autre sens, il change l'aiguille. L'aiguille change et comme tu peux le voir, il y a un petit symbole gris qui, quand on change le sens d'aiguille, donne sur le TCO le sens de circulation. Donc un simple coup d'œil au TCO permet de savoir quel est l'ordinateur programmé en fait. Le système fonctionne en créant, et c'est la base de la chose, son plan de réseau. C'est assez simple à créer, on appelle la fenêtre de création de réseau, et on crée son tableau synoptique à base de symboles. On choisit le type de coupon de voie que l'on veut, et on va le placer exactement où on l'entend. Ça semble effectivement très simple. C'est extrêmement simple. On place aussi de la même façon aussi simple les points de commande. Je place mon point de commande, je clique du droit pour avoir la fenêtre de configuration, je lui indique le port de décodeur, le type du décodeur de fonction. Ça fonctionne avec la plupart des décodeurs de fonction du marché. Et à partir de ce moment-là, lui se charge de calculer les adresses, les CV, etc. Il calcule même la durée et la puissance d'impulsion qu'il faut donner au moteur pour changer la voie. Et on peut le programmer soi-même si c'est nécessaire. Alors justement, quels sont les décodeurs compatibles avec cette centrale? Tous les décodeurs sur le marché européen, que ce soit ESU, Lens, Hornby évidemment, qui sont rentrés dans une bibliothèque dont le logiciel connaît les caractéristiques et qui lui permet de les programmer de façon complètement transparente. On peut contrôler des accessoires, on peut contrôler des signaux, des aiguilles, que ce soit avec des moteurs lents ou des moteurs rapides, et des plaques tournantes également, avec un système de programmation de moteur pas à pas. Alors, en cours d'étude, il y a effectivement le développement de la commande vocale, avec un petit apprentissage, et surtout le développement d'un module de détection de locomotive, qui est un module de rétrosignalisation extrêmement simple, puisqu'il ne demandera pas de câblage en fait. Le système repose sur des capteurs qui sont posés sur la voie, qui sont en fait de petits lecteurs de code barre. Un code barre personnalisé sous la machine, qui lui permet de savoir exactement de quelle machine il s'agit, et en connaissant toutes ses caractéristiques, y compris de vitesse à l'échelle, parce que le système profile les locomotives pour leur permettre de rouler à leur vraie vitesse à l'échelle, quelle que soit la vitesse du modèle réduit en fait. Donc à partir de là, le logiciel saura où se trouve exactement quelle locomotive et il la mettra en interaction avec tout le système. Si la locomotive arrive devant un feu qui est rouge, le logiciel lui dira de s'arrêter. Quand le feu deviendra vert, elle va démarrer avec une accélération progressive et elle respectera toute la signalisation qu'elle trouvera sur son trajet. Si elle trouve un feu jaune fixe, elle roulera à 30. Un clignotant, elle roulera à 60. Donc pas de nécessité de créer des coupures dans les fils de rail pour la détection par consommation de courant? Aucune, puisque c'est le détecteur qui s'en charge. En fait, on a fait un gros effort sur le prix et le prix se situera entre 99 et 120 € pour un ensemble comprenant le logiciel, une centrale E-Link avec un transformateur d'1 ampère, transporteur 4 ampères est par ailleurs disponible en option.
Et le logiciel peut commander une seconde centrale. Celui qui a une autre centrale Hornby précédente peut acheter ce bundle. Il aura 2 centrales qui sont commandées de façon transparente par l'ordinateur et là, beaucoup de puissance évidemment. Donc en fait, le système repose sur une mise en bibliothèque des machines dont on dispose sur son réseau. Et les machines peuvent être profilées. C'est déjà le cas pour toutes les machines Hornby qui existent depuis 1973 en matériel anglais et depuis 2007 dans les marques du groupe qui sont Jouef, Electrotrain, Rivarossi, Arnold, parce que le système contrôle aussi bien le N que le HO que le 0. Donc le système connaît le nom de la locomotive, il connaît évidemment son adresse une fois qu'on l'a rentrée, il connaît toutes les caractéristiques de vitesse du modèle réduit et les caractéristiques de vitesse du modèle réel, ce qui lui permet de programmer la machine pour qu'elle fonctionne à l'échelle sur le réseau. Plus une machine trop rapide, le logiciel se charge de la mettre à sa vitesse à l'échelle. Donc on a une bibliothèque qui existe avec des photos, avec le nom de la machine, avec ce genre de données et les données de vitesse, et on peut soi-même créer sa propre bibliothèque en rajoutant des machines. Quand on a rajouté une machine, on lui donne un nom, on lui donne une adresse, on peut mettre une photo, on peut faire des groupes de locomotives, grouper toutes ces locomotives diesel ou grouper toutes ces électriques. C'est intéressant quand on en a beaucoup parce qu'on n'a plus besoin de chercher dans des listes qui sont beaucoup trop grosses. On donne la vitesse moyenne de la machine en réel et la vitesse de manœuvre que l'on souhaite. Après, pour programmer un décodeur, c'est extrêmement simple puisqu'il suffit de cliquer sur ce bouton et il apparaît ce tableau. À partir de là, on va lancer sur la voie de programmation la lecture du décodeur. Il va commencer par lire l'adresse, les données de tension de démarrage, puis le numéro de série du décodeur, puis l'identité du fabricant. À partir du moment où il a l'identité du fabricant, il va modifier ce tableau, de sorte que seuls les CV modifiables par ce décodeur apparaissent, et avec la fonction qu'il aurait véritablement donnée dans ce décodeur. Ensuite, pour modifier une valeur, il suffit d'aller dans ce tableau et de taper la valeur que l'on veut. Il y a une bulle d'aide qui apparaît qui donne les valeurs admissibles pour ce CV. On ne peut pas les dépasser. On peut cliquer du droit pour avoir une fenêtre d'aide qui indique la fonction du décodeur de ce CV et les valeurs admissibles. On fait toutes ces modifications dans le tableau, on clique sur le vert et c'est réglé. La programmation se fait. Pour jouer avec une locomotive, c'est très simple. On a des panneaux de contrôle. On peut avoir 2 colonne de mini panneaux de contrôle. Le mini panneau de contrôle comprend un bouton pour la marche avant, un bouton pour la marche arrière. Il comprend un bouton d'arrêt d'urgence, un appel direct de la vitesse maximum, un appel direct de la vitesse de manœuvre. Et il comprend aussi 6 petits carrés qui correspondent à des fonctions que l'on souhaite implémenter dans le mini tableau. C'est à la demande de l'utilisateur. On peut commander combien de fonctions au maximum ? Jusqu'à 25. Mais dans les mini tableaux, c'est 6. Après, on peut appeler le tableau complet pour avoir toutes les fonctions qui existent sur le décodeur. Donc là, si j'avais 25 fonctions, j'appuierais sur cette flèche, voilà. Et j'ai l'ensemble des fonctions qui existent sur le décodeur. Donc là, pour fonctionner, c'est très simple. Je pousse mon curseur et ma machine démarre. Je veux allumer les lumières, je clique sur F1. Je veux la faire marcher directement en vitesse de manœuvre, je clique. Et je veux l'arrêter, j'arrête. Donc rien de plus simple. Et on peut passer de l'une à l'autre en cliquant simplement sur le tableau de bord. On sélectionne la machine qu'on veut contrôler. Du décor le plus soigné au matériel roulant le plus sophistiqué, de la mécanique de précision à la haute technologie, du jouet high-tech au loisir technologique pour adultes, on découvre sous le hall 4A tous les aspects du modélisme ferroviaire. Aspects que vous retrouverez dans Clés pour le train miniature, Loco-Revue et Voie libre dès le mois de mars. Restez en contact avec l'actualité ferroviaire en vous abonnant à la chaîne YouTube de Loco-Revue et en aimant la page Facebook.